Allô, je m'appelle Marilyn Gilbert, j'ai 49 ans, puis je suis la maman de trois enfants, dont deux qui sont maintenant adultes et une adolescente. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour parler de l'aide médicale à mourir. On sait que présentement, il va y avoir un nouveau projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir. Euh, mais moi, j'ai besoin de parler de mon expérience par rapport à ça, d'avoir assisté au décès de quelqu'un qui m'était très, très important le 30 septembre 2020. Ça m'a pris tout ce temps-là pour être capable d'en parler, de mettre des mots sur comment je me sentais. Le but de ça, c'est de sensibiliser les gens, puis de prévenir les gens qui vont assister à cet événement-là des risques. C'est qu'ils soient clairement au courant de comment que peut-être qu'ils vont se sentir comme ça, peut-être que ça va bien aller, mais au moins qu'il y ait des avertissements. Mais surtout, je voudrais sensibiliser les instances qu'avec le nouveau projet de loi, ben, il va y avoir plus de dommages collatéraux. Parce que je pense que si moi, je l'ai vécu comme ce que je vais vous raconter, euh, je serais pas la seule. Puis j'ai parlé avec quelques personnes qui semblent avoir les mêmes symptômes que moi, avoir les mêmes séquelles que moi. Puis c'est ça, je pense que si on élargit, il faut fabriquer un filet de sécurité pour ces gens-là. Là, pour vous mettre dans le contexte, je dois vous parler de l'être humain qui a pris ce choix-là. Il s'appelle Stéphane. Puis c'est quelqu'un que j'ai connu très jeune. Au début de toute, tu sais, quand l'adolescence arrive, puis toutes les premières expériences. Là, je dis vraiment toutes les premières expériences qui peuvent être intenses, là. Tu sais, la sexualité, la découverte des, tu sais, des premières drogues, des premières fêtes, des premiers papillons. Puis c'était quelqu'un de super intense, un artiste. Déjà à cet âge-là, il était pas comme les autres. Il réussissait un peu dans tout ce qu'il faisait. Donc, c'était un musicien qui aurait pu avoir une carrière. Il avait un talent fou en musique. Puis, mais moi, à l'époque de l'adolescence, tu sais, j'étais comme la petite fille là avec la petite robe rose, puis la petite pette crêpée avec la couette, puis le ruban de dentelle. Lui, il était plutôt style rocker, puis à écouter du Slayer, puis à essayer de jouer cette musique-là. Fait que je sais pas comment d'heure j'ai passé assis sur le bout de son lit à écouter les premières fois qu'il jouait de la guitare, tu sais, puis là, écoute ça, Marilyn, écoute ça, puis moi, j'étais comme complètement amoureuse, fait que j'écoutais quelque chose que, cette musique-là m'intéressait pas. Une chance, en vieillissant, Stéphane a élargi son goût musical, puis la dernière fois que j'ai pacté ses albums, je pense qu'il y avait 650 quelques albums chez eux, puis ils attendaient les premières notes de n'importe quelle chanson, ils savaient c'était qui, puis c'était quelle tune, puis donc on vieillit, puis on prend comme chacun notre chemin. Mais à chaque fois qu'on se croise, tu sais, la vie faisait toujours qu'on se recroisait, qu'on se recroisait. On est content de se voir, puis on est heureux un pour l'autre. Donc, il y a eu ses enfants sur son côté, j'ai eu mes enfants sur mon côté. Puis, quand je me suis séparée du père de mes enfants, peut-être 16 ans, je pense, ouais, ça fait à peu près 16 ans, il y a quelqu'un, je reviens dans la région de Sherbrooke, il y a quelqu'un qui me dit, Hey, tu connais-tu Stéphane Labrec qui est atteint d'un cancer au cerveau? Là, j'ai eu tout un choc. Vraiment tout un choc. Puis je l'avais appelé. Mais lui, il était en couple, là, je voulais pas déranger rien de ça. Il m'explique que oui, il est malade, mais c'était au tout début de sa maladie, donc
Il était dans tout le processus là, qu'il apprenait ça. Là, il n'avait pas perdu encore de faculté. Quelques années plus tard, à l'endroit où je travaille, moi, j'étais intervenante dans un organisme communautaire. Je montais les marches de l'endroit où je travaille, puis il y a quelqu'un qui est dos à moi qui parle. Mais les gens me viennent toutes molles, puis je reconnais la voix, puis c'est Stéphane. Il commençait déjà à être malade, fait que là, il faisait beaucoup de crises d'épilepsie. Euh, Des fois, il y a des journées parce que sa tumeur se trouvait dans le lobe frontal gauche. Et puis moi, je l'accompagnais souvent à l'hôpital. Là, ils m'ont expliqué que ça pouvait toucher tout ce qui est les émotions. Il était rendu apathique, donc un gars qui était hyper travaillant. Tu sais, tout ce qu'il voulait, il avait tout le vouloir, mais le petit qu'on a pour se mettre en action, lui, ça n'existait plus, là. Donc, mais moi, je le voyais encore, comme qu'il était, j'étais toute en admiration avec ce gars-là, là, quand que j'étais adolescente, puis moi, je le voyais encore au travers de tout ça, tu sais. Mais là, je voyais des regards qui avaient changé sur lui, ça venait me chercher, je me mettais en colère parce que c'était un gars, finalement, il a fait 2 albums de musique, à l'école, au secondaire, tu sais, je dirais que pas mal toutes les filles couraient après Stéphane ou voulaient être avec Stéphane, puis plein de supposés amis là, qui se mettaient à côté de lui parce qu'il était populaire. Puis, mais là, pas mal tout seul au monde, sauf sa mère, sa sœur. Puis le gars qui était drummer dans son premier groupe, dans son premier album, puis qui s'appelait Stéphane d'ailleurs aussi, qui a été là avec lui jusqu'à la fin. Donc, Stéphane commence à être amaigri, puis des fois, il peut être confus, il peut avoir des sauts d'humeur un peu bizarres, tu sais, puis c'est vraiment difficile. Puis lui, sa personnalité d'artiste, il l'a vraiment ancré encore en dedans de lui, là. Pour vous donner un exemple de quelqu'un à qui me faisait penser, il me faisait penser beaucoup à Jim Morrison de Doors, tu sais, le chanteur de Doors. Fait que, autant qu'il pouvait te faire monter dans des rêves les plus fous, autant qu'il pouvait te montrer des choses très, 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 très noires, tu sais. Puis il portait l'amertume de plus être en contact avec ses enfants parce que pour X raisons, tu sais, il pouvait pas les voir, tu sais. D'ailleurs, je pense pas qu'il était informé que tous les sauts d'humeur qu'il pouvait avoir, puis tout ça, c'était en grande partie dû aussi à sa maladie. Mais ça, tu sais, ça m'appartient pas, je le sais pas, j'étais pas là. Mais c'est sûr qu'il y avait une partie de lui que, tu sais, comme je vous dis, qui était très intense, puis qui pouvait nous emmener dans des drôles de situations. Mais il pouvait aussi me dire des choses comme, Hey Marilyn, embrasse-moi que je m'hydrate le cœur. Tu sais, je pense pas qu'il y a aucun gars sur la planète qui va me redire ça aujourd'hui. Donc là, les années avancent. Il fait des ACV. Il paralyse du côté droit de son corps. Fait que sa passion, la guitare, il peut plus en jouer. Euh, il marche plus beaucoup. Il y a eu la bactérie aussi mangeuse de chair dans une jambe. Fait que plusieurs chirurgies qui ont magané sa chambre. C'était un gars qui était très fier, là, tu sais, qui voulait toujours être beau, sentir bon. Sa maison était toujours belle. Il y avait, tu sais, du bon goût. Puis là, il se voyait assis d'une chaise roulante, apathique. Elle peut plus jouer de la guitare, elle peut plus rien faire. Puis ça allait toujours en empirant, tu sais. Fait que là, la consommation était intense. Ils consommaient chez eux, les rideaux étaient toujours fermés. Ils voulaient plus se faire voir, ils voulaient plus voir de monde. Puis ils dormaient assis sur une chaise de peur de mourir pendant la nuit. Puis, mais en même temps, tu sais, ils voulaient mourir. Mais il avait peur encore à ce moment-là de mourir. Moi, j'arrivais plus trop à aller le voir parce que
C'était lourd, c'est quelqu'un que j'aimais profondément, là, au-delà d'une relation de couple, là, tu sais, c'était comme une partie de moi-même, une partie de mon histoire, une partie de tout, tu sais, de mes confidences. Donc, c'était vraiment, vraiment difficile. J'avais pas cette force-là. Mais je vous dirais que j'aurais été dans une situation inverse, c'est moi qui aurais été comme ça. Stéphane, lui, aurait eu cette force-là. Parce qu'il m'a toujours aimé avec mes fragilités, avec les choix que je peux avoir faits qui étaient, tu sais, qui savait là, que je m'en allais d'un mur sans préjugés, il continuait à m'aimer, il me demandait pas d'être quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai demandé là, d'être quelqu'un d'autre. J'ai demandé, tu sais, arrête de consommer, arrête de boire. Puis il me disait, Marilyn, donne-moi juste une bonne raison de le faire. Puis je vais arrêter. Je pouvais pas y répondre à rien. Là, je fais une histoire courte parce que je pourrais vous parler des jours de temps de, de Stéphane, tu sais. Euh, le jour qu'il m'a appelé, qui m'a dit, Marilyn, je suis à l'hôpital. Là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il avait tombé, en tout cas, puis il s'avait cassé une hanche, puis je pense l'os de sa cuisse, là. Fait que je m'en vais le voir à l'hôpital, puis il m'annonce qu'il a demandé l'aide médicale à mourir, puis que c'était accepté. Parce que là, il pouvait plus vivre tout seul, il aurait été en CHSLD. Puis de toute façon, ça s'en allait en détériorant, il n'y avait plus de qualité de vie, mais il était encore, tu sais, tout là, c'était très clair dans sa tête. Puis sa demande a été de que je passe les 48 dernières heures avec lui. Je dois préciser qu'à ce moment-là, moi, je suis mariée. Puis il est pas au courant, là, mais sans doute avec le choix que j'avais fait que, tu sais, le mariage il est pas super terrible, mais j'ai des principes. Aller passer 48 heures avec un autre homme, je me suis questionnée, puis Stéphane m'a juste dit une phrase, puis il a dit, c'est quoi 48 heures dans ta vie? Puis là, j'ai fait comme, je vais y aller. À ce moment-là encore, j'étais là, je m'en vais accompagner quelqu'un que, que j'aime, là. Tu sais, je peux pas dire non, là, à cette demande-là, là. Je savais pas qu'est-ce que lui était pour me donner à ce moment-là. Donc, il a fait le choix de monde très important pour lui qui soit là. C'était limité. Donc, il y avait sa mère, sa sœur, moi, mes deux fils, Stéphane, son drummer, un ami exceptionnel. Il y avait le conjoint de sa sœur qui venait aussi temps à autre. Puis, j'ai vécu une expérience vraiment spéciale parce que chaque personne qui était là était importante pour lui, mais j'ai déjà vu d'autres personnes décéder, là, puis tu sais, comme tout le monde a l'impression que leur relation est plus importante que l'autre relation à côté qu'il y a avec, tu sais, là. Mais là, il y avait pas ça. Il y avait juste de l'amour, de la compassion, de l'accueil, un moment parfaitement parfait avec ces humains-là, là. Stéphane, ces 48 dernières heures-là, s'est jamais plaint de qu'est-ce que lui vivait. Il s'est soucié avec générosité de chaque personne qu'on était. Donc, il nous a toutes pris un par un pour nous dire quelque chose de personnalisé à chacun de nous autres. Puis, tu sais, toute cette valeur humaine-là, cette profondeur-là, je me suis rendu compte comment ça y avait été inculqué. Ça venait de sa mère. Sa mère, qui était d'une force extraordinaire à ce moment-là, euh, ça l'a donné la vie à cette personne-là, là, puis elle l'accompagnait dans la mort. Euh, était forte. Tu sais, elle était à côté de lui, elle lui donnait plein, plein d'amour. Puis le dernier soir, je dis, elle s'appelle Madeleine, son prénom, je dis à Madeleine, hey, si tu veux rester avec nous autres, reste là. Tu sais, moi, si ça aurait été mon fils, je sais qu'il meurt le lendemain, j'ai arrêté sa panique. Elle a eu la générosité de mettre son besoin de côté parce que Stéphane y avait demandé de passer les dernières nuits avec moi, là. Euh,
Puis c'était rien d'intimité, de désir un envers l'autre. Ces nuits-là, là, Stéphane était un corps très, très malade, avec une sonde, très amaigrie, paralysée. Mais je l'ai jamais trouvé. Non, je le trouvais super beau quand il était adolescent, mais depuis un bout, là, il était tellement beau, tellement rayonnant. Il portait plus d'amertume. Il était plein d'amour. Puis, euh, tu sais, je l'ai trouvé d'une beauté extraordinaire. Je vous dis que physiquement, il était pas capable, là, mais moi, je l'aurais désiré tout autant que dans, tu sais, dans ma jeunesse. Puis, il était magnifique. Mais j'ai dormi main dans la main avec lui, avec son corps comme ça, puis je vous dis que c'était aussi satisfaisant, point de vue affectif, que n'importe quel moment intime. Je vais loin dans mes confidences, mais je veux vous mettre vraiment en contexte. Donc, j'ai vu que la générosité de sa mère. Sa sœur, que j'avais vue juste pratiquement quand elle était jeune, une des plus belles femmes que je connaisse, là, physiquement très, très, très belle, qui peut même être intimidante, tu sais, par qu'est-ce qu'elle dégage physiquement. Mais elle avait la même sensibilité qu'eux. Elle était à côté de son frère, puis lui, il regardait sa petite sœur, mais là, ils sont tous les deux adultes, mais je voyais vraiment le regard du grand frère sur sa petite sœur, puis la petite sœur qui regardait son frère avec l'admiration qu'elle devait avoir pour lui quand elle était toute petite, puis l'amour, tu sais. Je voyais qu'il y avait une relation particulière parce que le père était plus ou moins là, fait que son rôle de grand frère, quand il était jeune, d'après moi, il devait être très protecteur. Mes enfants, qui étaient pas les siens, mais qui avaient une relation particulière, surtout avec mes deux plus vieux, qui m'ont toujours entendu parler de Stéphane, qui ont fini par le connaître, puis qui sont venus très, très, très proches de lui, puis que Stéphane a apporté beaucoup à mes enfants, beaucoup de conseils, beaucoup tu sais, un bel exemple de vie, puis de courage, puis de résilience. Fait que mes garçons, ils étaient là, au début de l'âge adulte, hein, tu sais, j'en ai un, il avait 18 ans, puis l'autre avait 21 ans à ce moment-là. Puis Stéphane a demandé à mes gars d'être là le jour où il partirait. Puis je me souviens, mon plus vieux, lui, il disait, il savait qu'il s'en allait dans l'armée, puis là, il disait, tu vas voir Stéphane, je vais tout faire pour que tu sois fier de moi, mais que tu sois en haut. Puis Stéphane, il a dit, mais je suis déjà fier de toi, tu sais, avec un beau sourire d'ange, en tout cas. Et puis, la journée de la procédure. La journée de la procédure, c'est très protocolaire, là. C'est une heure fixe. Puis, c'est un 30 septembre à 11 heures qu'il a demandé. Là, le médecin rentre avec l'infirmière pour injecter les médicaments, lui demande s'il est toujours d'accord. Stéphane, il dit oui. Puis là, c'est dans le temps du COVID, fait que il peut juste avoir 4 personnes alentour de lui. Il a demandé que mes fils, ça, je vais toujours rester avec ce questionnement-là, tiennent chacun un de ses pieds. Parce que pour Stéphane, tout avait un signe, tu sais, tout était comme, il y avait une raison d'être. Fait que mes gars tenaient ses pieds, sa sœur, puis sa mère était de chaque côté. Moi, j'étais où la porte, je m'avais reculé dû, comme je vous dis, au COVID, là. Mais je voyais quand même tout. Et puis, la procédure commence, il y a la première injection. Stéphane rouvre ses yeux, regarde sa mère puis sa sœur, puis dit, euh, il a dit, inquiétez-vous pas pour moi. Il est supposé de dormir complètement, tu sais, c'est comme une anesthésie générale. Mais lui, ça rouvre les yeux, il dit ça. Puis juste avant, il avait dit, je suis un homme libre et guéri. Et puis à 11h20, le décès est constaté. Je reste déjà, je prends conscience. Ah, un 30 décembre, 11h20, Maxime, qui était très très proche de lui, mon plus vieux des garçons, euh, il est né un 30 décembre à 11h20. Là, je m'approche de son lit, il est décédé. Là, j'ai vécu tout un choc.
Je savais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. J'ai eu mal, même physiquement, comme si il y a une partie de moi-même qui s'arrachait. Euh, C'était tellement douloureux psychologiquement, puis j'ai fait comme une crise de panique. Moi, là, je suis une personne hyper solide, là. J'en ai vu des choses dans mon métier ou au cours de ma vie personnelle, puis je- c'est une de mes forces d'être très forte psychologiquement. Mais là, je disais même, je me souviens un petit peu, là, je criais, j'essaie de me contenir. Puis c'était impossible, là. Et c'était la panique. À partir de ce moment-là, moi, personnellement, je ne veux pas parler pour les autres, même si je sais que c'est à peu près les mêmes choses qu'ils ont vécu, j'ai plus jamais été la même. Donc, j'ai parti de l'hôpital, j'étais comme dans un rêve. J'étais arrivée chez moi, j'ai demandé le divorce, j'ai vendu ma maison, puis j'ai commencé à m'étourdir par n'importe quelle façon. Donc là, je travaillais la nuit, je peinturais ma maison pour pouvoir la vendre, puis je travaillais dans le jour. J'ai tenu comme ça 4 mois, jusqu'à temps que, heureusement, ma directrice me demandait de demander un congé de maladie. C'est au lieu de me congédier. Là, elle me dit, t'es plus là, Marilyn, t'es plus là. Là encore, je vais vous rentrer dans l'intimité de la situation, là, mais je suis sortie de mon travail, puis toutes les nerfs m'ont lâché, là. J'ai même uriné dans mes culottes, ce qui m'est jamais arrivé. Puis en passant, je suis une personne très orgueilleuse. Pour vous le dire, c'est parce que je trouve ça vraiment important de la prévention. Et puis, j'ai eu un diagnostic d'un choc post-traumatique avec dissociation. En tout cas, je m'avais dissocié de moi-même parce que c'était trop cauchemardesque. Là, j'ai pas d'assurance, moi. Donc, c'était le chômage maladie que tu as le droit à 15 semaines. Puis j'avais le droit à 10 fois pour rencontrer une psychologue. Donc, je parlais de ça avec la excellente là, psychologue avec qui j'ai pu ventiler, mais il n'y a pas d'expertise là pour les gens qui vivent un deuil avec l'aide médicale à mourir. Euh, on me qualifiait ça d'un deuil comme un autre deuil, mais je peux vous dire que c'est pas du tout ça, là. Parce que ce qu'on voit, c'est une personne qu'on aime choisir de s'enlever la vie devant nous. Fait qu'on, c'est un suicide assisté, là, hein. Moi, ça me tente pas de jouer sur les mots. C'est ça concrètement. Puis là, moi, là, il y a 1000 questions qui commencent à embarquer, là, quand que j'ai commencé à me reploguer un peu sur moi-même. Là, je me disais, hey, il était tellement beau, tellement serein. Si j'y aurais dit que j'arrêtais de travailler puis je m'occupais de lui chez nous, il aurait choisi ça parce que c'était son choix à lui, mais c'était pas le mien. Puis moi, je l'aimais tellement que je me suis forcée à respecter son choix. Tu sais, on respecte le choix des gens qu'on aime. Fait que j'y ai pas dit. Mais là, aujourd'hui, je porte le fardeau de pas avoir essayé de trouver des solutions autres qu'un CHSLD pour finir sa vie parce que lui, il pouvait pas être là, c'est un être libre. Tu sais, un artiste qui, c'est pas, on lui dit pas à quelle heure se coucher, à quelle heure se lever, puis quoi manger, là, tu sais. Fait que j'y ai pas dit ça. J'aurais aimé pouvoir m'occuper de lui jusqu'à la fin. Et puis, il m'avait dit la veille, tout revient, tu sais, il m'avait dit la veille, je sais pas si, je pense qu'il y en a qui pensent que j'irai pas jusqu'au bout. Là, c'était-tu un défi intense de montrer qu'il était game d'aller jusqu'au bout? Fait que, tu sais, il y a un côté de moi qui me dit non, 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 mais je suis en train d'essayer de me convaincre. Comprenez-vous comment que c'est ambivalent dans ma tête? Là, tout mon entourage me dit, hey, Marilyn, t'es plus la même. C'est quoi, ça revient, là, mais je peux pas revenir comme j'étais. Oui, là, aujourd'hui,
Tu sais, je sais que je vais porter un choc post-traumatique, que j'ai été capable d'en revenir un peu dans la réalité. J'ai commencé, pas le choix, à travailler financièrement. Une chance que j'adore mon travail, mais tu sais, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres parce que, tu sais, l'image de son corps, de mon âme sœur dans toutes les relations. Comme qui disait, il y a du monde qui disait, c'est-tu votre conjoint? Il disait, c'est plus que ça, tu sais. Fait que toutes ces images-là me reviennent souvent. J'ai eu des idées très noires d'aller le retrouver. Je dirais même à un certain moment donné, c'était pratiquement au quotidien que j'étais là, chez moi, ça va être juste dans ses bras. Puis moi, j'en ai une qui est encore mineure, donc je me suis accrochée à ça. Mais c'est comme si je serais brûlée au 3e degré, puis je tiens, je reste en vie par amour, par responsabilité, parce que je me suis engagée tu sais, de élever mon enfant jusqu'à sa majorité, jusqu'à temps qu'elle soit autonome. Si elle n'aurait pas été là, probablement que j'aurais été retrouvée Stéphane. Après ça, moi, j'ai cherché des groupes à aller parler de ça, tu sais, d'aller parler de ce deuil-là qui a été traumatisant. Il y en a pas. On me dit, ben là, il y a des groupes de deuil dans les endroits des salons funéraires. Oui, non, non, c'est pas la même chose. J'en ai déjà vécu des deuils de personnes proches, là. Mais là, on parle pas de la même chose. C'est un deuil de traumatisme, là. J'ai appelé à l'association de l'aide médicale à mourir. Ils m'ont répondu la même chose. Nous, on s'occupe à promouvoir le droit de l'aide médicale à mourir, mais pas ceux qui restent. Il n'y a rien. À appeler dans les endroits où il y a des groupes pour le deuil. Mon congé de maladie, j'aurais pu, tu sais, en prendre un peu plus là pour guérir comme faut, euh, puis avoir de l'aide psychologique. Comme il y a rien, c'est pas reconnu. Pourtant, moi, je me sens comme quelqu'un qui s'aurait fait couper les 2 jambes puis qui peut plus courir, mais ça se voit pas extérieurement. Donc, moi, le but de cette vidéo-là, j'aimerais ça qu'il soit le plus propagé possible pour que le monde soit le plus sensibilisé possible. Et puis, c'est ça. Là, j'aimerais qu'il y ait qu'il y ait de l'aide financière du gouvernement, euh, que pour le projet de loi, qu'on soit consulté, parce que c'est drôle, là, le petit groupe de personnes que je connais, en tout cas qui étaient là pour l'aide médicale à mourir, on n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu de lettre pour nous consulter, là. On est, en tout cas, aucun signe de ça. Qu'est-ce qui va arriver si ça s'élargit? C'est correct. Moi, je suis pas contre l'aide médicale à mourir, là. Je comprends, là. Je sais qu'il se sentait pris dans son corps, il y avait plus rien, il y avait plus rien de plaisir, là. Mais il y a des dommages collatéraux. Fait que si ça s'élargit, il va y avoir des risques de plus de dommages collatéraux. Il y a des gens qui seront plus capables de travailler, qui vont tomber d'une situation financière précaire avec une santé mentale écorchée. Parce que, comme je vous dis, moi, j'étais hyper forte. Puis là, ce coup-là, moi, j'ai été vraiment ébranlée. Fait que j'imagine des personnes qui sont déjà fragilisées. Puis, c'est ça. Fait que j'aimerais être entendue. J'aimerais qu'il y ait de la défense pour les personnes qui restent. Euh, J'aimerais partir des groupes de discussion. J'aimerais que ça soit dit. Donc, qu'on trouve des solutions collectivement à tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça que je voulais dire. Si vous avez des questions, je vais vous donner mon courriel qui est Marilène Gilbert 72
outlook.com. Marilène, Maryllene, Gilbert, Gilbert, tout en minuscule, 72 outlook.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.